Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Questions au Sénateur. Je suis très content de vous retrouver après presque 2 mois de coupure à cause des municipales, puis évidemment du confinement. Très content de vous retrouver pour cette émission de Public Sénat et d'Acropolis où on a le plaisir de recevoir un sénateur ou une sénatrice chaque semaine pour répondre à vos questions. Cette semaine, on reçoit Cédric Perrin, sénateur Les Républicains du territoire de Belfort. Bonjour Cédric Perrin. Bonjour, Vous m'entendez bien ? je vous entends parfaitement, Jean. Eh ben c'est super. Merci beaucoup à vous d'accepter cette invitation dans des conditions un petit peu particulières évidemment dues au confinement. Du coup, vous êtes chez vous n'êtes pas sur notre plateau. Vous êtes chez vous à Belfort, enfin à Belfort, sur le territoire de Belfort, dans votre commune et on va parler évidemment de votre territoire, mais surtout bonjour à vous qui nous regardez. Bienvenue dans cette émission. Bienvenue si vous nous regardez en direct sur Twitch, sur la chaîne Acropolis. Bonjour si vous nous regardez en replay sur la chaîne Public Sénat, le canal 13 de la TNT. Et bonjour également si vous nous écoutez en podcast. C'est vous qui allez poser vos questions à Bertrand Perrin qui a accepté de passer 1 heure avec nous, avec vous, pour répondre à votre question. Et on va avoir le plaisir d'apprendre à vous connaître, Cédric Perrin. Pourquoi j'ai dit Bertrand Perrin? Je suis désolé, Cédric Je Perrin, sais pas, j'écoutais excusez-moi. avec attention. Excusez-moi, non, parce que c'est quelqu'un que je connais qui s'appelle Bertrand Perrin, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Euh, j'ai confondu. Voilà. Cédric Perrin, va vraiment falloir que j'arrête par contre. Cédric Perrin, vous êtes donc élu du territoire de Belfort, vous êtes à l'est de la France, vous êtes juste à côté de Mulhouse, dans ce territoire très touché par le Covid-19. D'ailleurs, c'est à Mulhouse, à côté de chez vous, qu'un hôpital de campagne a été installé par le service de santé des armées au mois de mars, on mhm. s'en souvient évidemment. Est-ce que vous sentez, vous, sur votre territoire, qu'on est effectivement dans une période d'accalmie, voire de fin de la crise? Bon, écoutez, effectivement, d'abord je voudrais dire bonjour à à tous les internautes qui nous écoutent parce que je vois que sur la droite de mon écran s'affiche beaucoup de bonjours. Alors je salue tout le monde évidemment pour n'oublier personne. Oui, effectivement, plus sérieusement, on est à Belfort à 40 km de Mulhouse, donc forcément c'est là que tout a commencé, si je puis dire. On a été particulièrement touché. Et puis dans le territoire de Belfort se situe ce qu'on appelle l'HNFC, donc l'hôpital Nord-Franche-Comté, qui sert en quelque sorte le nord du Doubs, une partie de la Haute-Saône et du territoire de Belfort. Et donc on a été particulièrement touché et nous sommes particulièrement touchés par cette crise, bien entendu. De là à dire que nous sentons que les choses diminuent, il y a moins d'entrées, il y a moins d'hospitalisation, il y a une diminution du nombre de personnes en réanimation. Donc oui, les choses, j'allais dire que, je sais pas si elles s'améliorent, mais en tout cas on sent une Mmh. décrue en tout cas de la crise. Mais nous avons été particulièrement touchés puisque nous sommes évidemment un des secteurs les plus touchés de France. D'ailleurs, le territoire de Belfort est en Bourgogne-Franche-Comté, administrativement, sauf que le virus, lui, il s'en fout complètement de ces découpages territoriaux. Et donc, vous vous êtes retrouvé dans une situation où votre territoire n'était pas géré de la même manière que le Grand Est, alors que vous étiez juste à côté. Vous pouvez nous en parler un peu de cette absurdité Ouais, je suis tout à administrative? fait. Il y a une dizaine de jours maintenant. Après, on a beaucoup de réunions en préfecture avec le préfet et avec les services de l'ARS et autres. Et la conclusion avait été dans une réunion que effectivement nous faisions partie de la région Bourgogne-Franche-Comté, alors que nous étions à 40 km de Mulhouse. Alors il n'y a que Tchernobyl, hein, il n'y a que le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière suisse. Évidemment, le Covid lui n'a pas connaissance des frontières départementales. Et ce que je demandais avec un certain nombre d'autres personnes, c'est que nous soyons traités de la même manière que le Grand Est pour le cas où il y ait, on le voit en ce moment dans le cadre du déconfinement notamment, avec des zones qui seront, il paraît que ce soir va sortir la première carte du Covid, avec les zones bleues et les zones rouges. Et évidemment, nous souhaitons être traités de la même manière que le Grand Est, puisque nous sommes plus près de Mulhouse que de l'est Strasbourg, pour Mmh. résumer les choses. Donc, une demande forte de notre part pour que, dans les mesures qui seront proposées par le gouvernement, évidemment, le territoire de Belfort fasse partie de ces départements qui seront traités avec une grande bienveillance, parce qu'effectivement, nous avons été particulièrement touchés ici également. Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, a annoncé aujourd'hui qu'il souhaitait un déconfinement très progressif pour cette région très touchée. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous attendez à ce que l'activité reprenne le plus vite possible ou est-ce qu'au contraire, à ce qu'on prenne le temps? Comment vous voyez les choses? Écoutez, quand vous prenez la carte de la contamination au niveau national, vous vous rendez bien compte que nous ne sommes pas tous
égaux de ce point de vue-là, puisque un certain nombre de départements, et c'est très bien pour eux, du centre de la France, de l'ouest de la France notamment, sont particulièrement épargnés. Donc il est bien évident que la reprise ne pourra pas se faire de la même manière dans des départements très touchés que dans des départements qui l'ont été beaucoup moins. Nous avions cet après-midi même une réunion en préfecture avec les présidents d'agglomération, d'intercommunalité, les services d'académie, le préfet et les parlementaires pour justement réfléchir, et l'association des maires, pour justement réfléchir à la sortie de crise et à à la remise en route, en tout cas de nos écoles, à partir du 11 mai, de manière progressive. Et on a bien compris qu'un certain nombre d'élus souhaitaient que les choses se fassent de manière très très progressive et qu'on tienne compte aussi dans le cadre de cette remise en marche de la cartographie et des éléments statistiques qui sont en notre possession, puisque il va falloir faire très attention. Mais Jean Rotner est président de la région Grand Est. Jean Rotner est l'ancien maire de Mulhouse. Il est urgentiste. Et je voudrais rappeler quand même que le Haut-Rhin, donc Colmar-Mulhouse, enfin, ont été particulièrement touchés. Enfin, je veux dire, la mortalité a été extrêmement importante. Et donc il est nécessaire qu'évidemment il y ait un traitement très particulier qui soit fait dans le cadre de la relance de l'économie et dans la reprise des activités. Mais il y a aussi, malgré tout, il faut quand même le dire, et je crois que nous devons aussi, c'est la vérité aux gens, il y a aussi une impérieuse nécessité à se remettre au travail, parce que je rappelle quand même que le déficit de la France était de 93 milliards d'euros au 15 mars, pardon, et qu'il est passé en l'espace de 6 ou 8 semaines à 180 milliards. Et donc, Le déficit si extérieur? déficit public. Déficit public. Et donc, il est nécessaire que pour redonner un peu j'allais dire, de dynamisme à notre économie, nous puissions le plus vite possible redémarrer l'économie, redémarrer nos activités. C'est-à-dire qu'il faut reprendre notre activité pour réduire le déficit public au mépris de notre santé? Aujourd'hui, non, c'est pas du tout ce que je dis. Je pense que la santé, c'est évidemment ce qui est primordial, et je pense que c'est ce qui a été privilégié par les autorités depuis le départ, et c'est bien normal. Mais là où ce sera possible, il faudra que nous puissions évidemment redémarrer. J'ai vu tout à l'heure, par exemple, qu'il y avait eu un communiqué de presse disant que les fleuristes avaient obtenu gain de cause et allaient pouvoir vendre du muguet le 1er mai. C'est très anecdotique peut-être, mais c'est aussi très révélateur de la situation que l'on vit, parce qu'il y a un certain nombre d'incohérences et d'aberrations qui choquent, je pense, un certain nombre de nos concitoyens à juste titre. Pourquoi un fleuriste n'aurait pas-il pas le droit de vendre de muguet alors que le boulanger pourra le faire, et que surtout la grande surface du coin qui accueille tous les jours des dizaines, voire des centaines de clients, parfois malheureusement au mépris des règles de sécurité, et bien pourquoi ces fleuristes n'auraient pas pu vendre du muguet. Voilà, donc je crois qu'il y a un certain nombre d'incompréhensions. Il y a aussi des situations extrêmement critiques. Moi, je vois beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants qui sont dans des situations extrêmement, extrêmement difficiles. Et pour que les choses puissent, je ne vais pas dire revenir à la normale, parce qu'il faudra du temps pour que les choses reviennent à la normale, mais pour que, à minima, nous puissions, j'allais dire, sauver, si c'est encore possible, je l'espère, tous nos artisans, enfin toute l'activité économique. Ouais. Il faut évidemment que la consommation redémarre. Et pour qu'elle redémarre, il faut que, évidemment, nous puissions revenir à une situation non pas normale, parce qu'on sait bien que la situation ne sera pas normale avant un certain temps, mais dans une situation qui soit maîtrisée et qui permette aux gens de pouvoir à nouveau faire tourner l'économie. C'est assez simple comme Euh, concept. oui, oui, on en reparlera tout à l'heure de ça, de comment est-ce que vous voyez les choses à l'avenir. Avant ça, sur le déconfinement, une question d'Adèle qui veut savoir quel est votre avis sur les méthodes des pays voisins. Par exemple, en Suisse, le déconfinement a déjà commencé depuis ce lundi apparemment. Alors il faut savoir que la Suisse, oui, je suis là à 4 kilomètres de la frontière suisse, et il y a autour de moi de nombreuses personnes qui sont des travailleurs frontaliers. Et donc la Suisse, on connaît bien. Le confinement n'a pas été aussi strict, n'a pas du tout été aussi strict que qu'il a été en France ou dans d'autres pays, en Italie ou ailleurs. Est-ce que c'est parce que les Suisses sont extrêmement disciplinés et que les mesures barrières ont été extrêmement bien mise en place malgré l'absence d'un total déconfinement? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que les Suisses ont été particulièrement peu touchés. Je crois qu'on parlait de 4000 morts la semaine dernière en Suisse. Alors évidemment, c'est un pays beaucoup plus petit que la France, mais qui paraît proportionnellement moins touché que nous. Moi, je n'ai aucune explication à donner. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste ni rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont commencé à remettre leurs salariés au travail à partir du 20 avril. Le 27, il y en a une nouvelle vague. Et à partir du 4 mai, il semblerait que beaucoup d'entre eux retournent travailler. Euh,
j'ai pas à juger de la manière dont les uns et les autres ont fait les choses. On s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de pays où ça a été fait. Regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où la mesure a été tardive, où, euh, où Boris Johnson nous expliquait que c'était une petite grippe. Et finalement, depuis qu'il a été touché, il semblerait que les mesures soient un peu plus importantes que ce qu'il avait prévu. Voyez ce qui se passe aux États-Unis, voyez ce qui se passe en Espagne, en Allemagne. Je crois que moi, j'ai On pas n'a pas à d'explication sur rougir. ce sujet. Je dis pas qu'on n'a pas à rougir, je n'ai pas d'explication sur ce sujet et je ne suis évidemment pas le mieux à même, enfin, en tout cas techniquement, pour expliquer les choses. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a été évidemment bien moins touché que l'Espagne ou l'Italie, mais que on l'a été plus que l'Allemagne et que la Suisse. Donc après, quelles explications? Je pense que l'histoire nous permettra de tirer une leçon de tout ça. Je lisais tout de suite dans les messages de nos internautes qui écoutent un certain nombre et qu'on n'était pas suffisamment préparé. Il y a aussi effectivement le fait que nous n'avions pas de masque. Euh, Moi, je suis de ceux qui considèrent que, et je ne jette la pierre à personne parce que je pense que la gestion d'une crise comme celle-là est quelque chose d'absolument euh, extrêmement difficile. On expliquait aux gens qu'il fallait pas de masque pendant un certain temps pour gérer la pénurie, j'imagine. Et puis aujourd'hui, on dit qu'il va devenir obligatoire. Sauf qu'entre-temps, on s'est beaucoup moqué à l'époque de Roselyne Bachelot qui avait commandé trop de masques et trop de vaccins. Euh, D'ailleurs, elle a été un petit peu réhabilitée dans l'opinion publique, Roselyne Bachelot. Je sais bien qu'il ne faut pas avoir raison trop tôt, mais peut-être que le fait aussi que nous n'ayons pas eu suffisamment de matériel de protection a joué dans les difficultés que nous avons rencontrées. Alors, c'est facile de juger après, hein, et je ne suis pas de ceux qui vont aujourd'hui, en tout cas, critiquer la manière dont les choses fonctionnent, mais je pense que nous aurons beaucoup de leçons à tirer de tout ça une fois que la crise sera, je l'espère, rapidement terminée. On va parler de vous, Cédric Perrin. On va apprendre à vous connaître. Vous êtes né à Belfort. Vous avez fait toute votre scolarité dans la région, le collège Saint-Exupéry à Beaucourt, le lycée Gustave Flaubert à Belfort, et finalement la Courbet. fac de droit à Strasbourg. Pardon? Qu'est-ce que Gustave j'ai dit? Courbet, le lycée. Gustave Courbet, Flaubert. pardon. Ça marche aussi, hein, mais C'est l'autre. La fac à Strasbourg, vous avez eu un diplôme de droit pour revenir finalement à Beaucourt et à Belfort. Vraiment l'enfant du cru qui devient le sénateur du département. en fait, je suis très attaché à ma région, très attaché à Bah mon ouais. département. Je suis pas casanier du tout, mais je suis très attaché à. Et c'est vrai que les années où je suis parti de mon département, c'était pour aller faire mes études de droit pendant, je sais plus, 5 ou 6 ans à Strasbourg. Et ensuite, j'ai fait un petit aparté en Argentine, aller à l'ambassade de France à Buenos Aires. Puis je me trouvais tellement bien dans mon département que je suis revenu. Et puis j'y étais très rapidement puisque je suis devenu, j'étais le plus jeune conseiller général de France en 2001. Et oui, J'étais élu à 26 ans. général et ensuite maire assez rapidement en 2007 ou 2008, je ne sais plus. Et voilà, et député suppléant pardon en 2002 et sénateur en 2014 où j'étais aussi un des plus jeunes au Sénat. Mais la jeunesse est une maladie qui ne dure pas très longtemps. Oui, quand on est jeune, c'est pour la vie, comme disait Clémenceau. Mais Voilà. on va reparler de ça. Mais d'abord, aujourd'hui, donc vous êtes très attaché à votre territoire, comme vous venez de nous le dire. Mais en période de confinement, comment vous faites pour rester proche de vos administrés, des élus locaux avec qui vous travaillez? Vous leur rendez beaucoup moins visite, évidemment, mais comment ça se passe pour un élu? Bah, écoutez, je pense que cette catastrophe que nous vivons est aussi un moyen pour nous, parlementaires, de réinventer un peu notre fonction, mais comme le font la plupart, en tout cas, des salariés en France aujourd'hui, hein. Je crois qu'il y a besoin de mettre en place une sorte d'innovation démocratique et puis aussi mais aussi de continuité démocratique. Et nous relevons le défi au quotidien. C'est vrai que moi j'ai été longtemps maire, j'ai été longtemps conseiller général et je suis très proche de mes concitoyens, de mes administrés. Et c'est difficile. C'est difficile de ne pas pouvoir aller voir les gens, de ne traiter les problèmes que par téléphone, etc. Mais bon, on sait que c'est pour une période courte, enfin on espère en tout cas pour une période courte, et donc on essaie de faire en sorte qu'il y ait une continuité qui se déroule. Hmm. Et puis, je crois il y a moi, ce que je retiens de cette crise, c'est qu'il y a eu, et il y a toujours en tout cas, énormément d'élus
qui ont innové dans leur façon de rendre service à leurs concitoyens. Moi, je prends l'exemple de ma commune. Vous parliez de Beaucourt tout à l'heure. Moi, je suis évidemment beaucourtois. J'ai été longtemps maire. Je suis aujourd'hui conseiller municipal. Nous avons remporté les élections municipales à nouveau le 15 mars. Et la nouvelle équipe qui a été profondément rajeunie, moi, je suis admiratif du travail qu'ils font parce qu'ils sont tous les jours. Ils prennent les véhicules et puis ils vont rendre service aux gens sur inscription, faire leurs courses, aller chercher des médicaments, apporter des biens de première nécessité, etc. Et moi, je suis assez admiratif parce que franchement, je trouve qu'il y a énormément de solidarité qui se sont développées. Alors ici comme ailleurs, hein, je le sais bien, je ne suis pas à croire ou à dire que ça ne se fait que dans ma commune, hein, mais je pense que partout en France, voilà, il y a plein de solidarités qui se sont mises en œuvre, qui se sont mises en place, et j'ose espérer en tout cas, qu'après le 11 mai, eh bien, ces solidarités continueront à exister et que les gens continueront à être aussi attentifs à un certain nombre de choses auxquelles ils ne faisaient peut-être pas attention avant, aux autres notamment. Et Hmm. je pense que c'est un bel exemple. On ne peut pas Vous toujours être parlez de négatif, la... Non, non, est non, mais terrible, vous mais avez bon, raison. ils sont comme ça. Vous parlez de l'engagement des jeunes élus à Beaucourt. Vous, la politique, c'est arrivé assez jeune. Vous avez adhéré au RPR à l'âge de... Vous étiez en première. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 17 Quelle ans, journée en 16 ans? première? Je dois avoir 16 ans, ça doit être ça. Ouais. Comment? C'est en Pourquoi? 80. Ouais, ça me paraît très proche. Alors, Pour ceux qui nous écoutent, ça doit être très lointain. Mais ouais, ouais, j'ai c'était commencé quoi? C'était le traité de Maastricht avec Philippe Seguin, ça vous a séduit? C'était Chevènement à c'était pas du Beaufort, c'était quoi? tout une problématique de politique nationale. Je pense que c'était plus un investissement. Moi, j'ai toujours été extrêmement investi dans les associations locales. J'ai toujours été, voilà, particulière. Moi, j'aime les gens. Voilà. Et je pense que quand on veut faire de la politique, il faut aimer les gens, il faut aimer les autres, il faut avoir envie d'aller au contact, il faut avoir envie de rendre service. Et je pense que quand on met en application ce genre de préceptes, eh bien, j'allais dire que nos concitoyens nous le rendent bien. Moi, j'ai été réélu avec 75% en 2014. On a refait là 70% dans une ville qui, au préalable, n'a pas, voilà, qui dans des élections nationales ne vote pas du tout pour, ou en tout cas très peu pour des idées que je défends moi-même. Donc, je pense que les gens votent pour une personne au niveau local plus que pour un parti, et donc je trouve ça très bien. J'ai toujours coutume de dire que les trottoirs ne sont ni de gauche ni de droite. Et moi, je me suis investi en politique assez rapidement, et je ne vais pas dire Ouais, mais par pour hasard, autant, mais parce que pour autant, bah, je comprends bien, j'entends bien, vous aimez les gens, vous voulez les aider, les représenter, mais pourquoi le RPR? Qu'est-ce qui vous a séduit quand vous étiez lycéen dans le RPR à l'époque, qui aujourd'hui est devenu les Républicains, ce qui est votre parti toujours aujourd'hui? moi, ça peut paraître un petit peu, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont très jeunes, ça peut paraître un petit peu lointain tout ça, mais moi je suis, on pourrait dire un peu gaulliste social, c'est-à-dire que je suis très attaché à un certain nombre de valeurs. Je pense que l'État ne peut pas tout, mais qu'il peut un minimum. Et donc, je me suis toujours engagé en défendant un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'idées, et je me suis toujours reconnu, en tout cas, dans ces valeurs, dans ces idées. J'ai toujours, enfin, en tout cas dès 95, en tout cas soutenu, et bien avant aussi, mais en 95, il a gagné Jacques Chirac parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Et vous savez, je pense qu'on s'engage en politique, en tout cas c'est mon cas, parce qu'on a quelqu'un derrière qui on a envie eh bien, de défendre un certain nombre de choses. Et Chirac a été sans doute l'élément déclencheur. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Euh, et euh, et c'est par ce biais-là que je suis rentré en politique, parce que j'avais envie. Voilà, il défendait des idées qui moi, me plaisaient. Et puis, j'étais pas forcément très mitterrandien. Il y avait aussi des choses qui moi, me déplaisaient. Et je pense que quand on veut que les choses changent, il faut savoir aussi s'investir. Et c'est ce que j'ai fait. Et euh, quand j'ai terminé la fac, quand j'ai eu mon DESS de droit des affaires en droit commercial en 2000, on m'a proposé de m'investir en politique et de me présenter aux élections dans ma commune. Et je me suis présenté et j'ai fait campagne et j'ai été élu. Alors, D'accord. Bah, depuis là, vous- vous- je cesse de m'investir au service de mes concitoyens, au service maintenant, en tout cas, des habitants de mon département, parce que je suis le seul sénateur de ce petit département qu'est le territoire de Belfort, situé à l'est de la France, dont certains qui ne le connaissent pas suffisamment, malheureusement, considèrent parfois que c'est un territoire d'outre-mer, mais pas du tout. Il se situe bien en France métropolitaine.
Vous parlez de s'engager derrière une personnalité politique qui nous inspire. Moi, j'ai quand même une question pour vous et que je pose assez souvent aux sénateurs les Républicains ou de droite d'une manière générale. Emmanuel Macron, c'est pas un peu le champion dont la droite française a toujours rêvé? Jeune, libéral, dynamique. Nicolas Sarkozy aurait dit, Macron, c'est moi en mieux. Pour une fois, je suis pas d'accord avec Sarkozy. Bon. Qu'est-ce que vous en Non, pensez écoutez, d'Emmanuel Macron quand même? bon, j'ai bien connu Emmanuel Macron quand j'étais au début où j'étais au Sénat parce qu'il était ministre de l'économie. Oui, de l'économie. On a eu à travailler sur la loi Macron. C'était quelqu'un avec qui on a travaillé de manière. C'était quelqu'un de très agréable. Je me souviens d'une anecdote où, à la fin du vote, enfin le jour où du vote, ça s'est fait très tardivement du vote de la loi Macron. Nous étions quelques-uns encore dans l'hémicycle et il nous a tous invités à aller boire un verre à la buvette du Sénat et on a eu des discussions qui étaient très intéressantes. C'est quelqu'un qui, sans doute à l'époque, c'était en 2016, ça, 2015 peut-être, 2016? qui, sans doute à l'époque avait déjà ces ambitions-là et essayait, j'allais dire, de draguer un certain nombre de parlementaires de droite. Alors il y en a quelques-uns qui ont craqué, d'autres non. Ça Mais a marché. j'ai toujours été fidèle à mes valeurs, à mes idées et j'ai toujours été fidèle aux gens. Euh, Après, je suis quelqu'un de très ouvert et je ne suis pas à dire que tout ce qui est fait est mal parce que c'est fait par la majorité et que moi je suis dans l'opposition. Je pense pas que ce soit du tout ma manière de voir les choses. Après, je ne pense, enfin moi j'ai beaucoup apprécié Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il a été plombé parce que peut-être ses défauts l'ont lui un petit peu collé au basque, si on peut dire. Aujourd'hui, le fait d'avoir Emmanuel Macron dans la crise que nous avons aujourd'hui, que nous connaissons en ce moment, je ne sais pas si c'est un atout ou pas. Sarkozy disait récemment qu'il le pensait un peu jeune pour affronter et inexpérimenté pour affronter une telle crise. Vous savez, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Nous verrons dans quelques mois comment la France s'en sortira. C'est à la fin du match qu'on compte les points. C'est ce que, comme quelqu'un disait sur le chat assez récemment. Vous l'avez dit vous-même, vous avez été élu plus jeune conseiller départemental de France à l'âge de 26 ans à l'époque. Et plus tard, vous êtes devenu sénateur à l'âge de 40 ans. Et là aussi, vous avez fait partie des Benjamins du Sénat. C'était un atout particulier pour vous, la jeunesse. Vous avez été vu comment au moment où vous avez été élu? On vous prenait de haut? Euh, Quand je revois les photos de mes affiches en 2001, je me dis mais comment les gens ont fait pour voter pour moi? Faudra nous les montrer, ces photos. On ira les chercher. Ouais, je vous les montrerai à l'occasion, mais j'essaye de pas trop. Il doit y en avoir sur le net quelque part. Non, mais voilà, je me suis investi parce que j'avais vraiment j'avais des convictions et envie de changer les choses. Et je pense que les gens avaient besoin aussi, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, avaient besoin aussi de jeunesse. Évidemment, mes adversaires faisaient campagne en expliquant que j'étais trop jeune, que c'était tout simplement pas possible. Et vous savez, pour la petite anecdote, quand j'ai dû, compte tenu du cumul des mandats, quand j'ai dû quitter mon poste de maire dans la commune de Beaucourt, à laquelle je suis évidemment très attaché, j'ai souhaité que ce soit un jeune qui reprenne la suite. Et Et il le avait jeune, 24 ans. il avait 24 ans. Et je peux vous assurer que ça a été difficile, parce que ce jeune, c'est quelqu'un qui, évidemment, avait 24 ans, donc très peu d'expérience. Il travaillait dans la grande distribution, il était conseiller municipal, pas forcément avec une expérience d'élu local importante, mais je l'ai accompagné pendant 2 ans. Euh, il a été beaucoup critiqué, y compris par un certain nombre d'élus qui auraient souhaité être maire à sa place parce que eux considéraient que puisqu'ils étaient là depuis 20 ans, c'était à eux que revenait la place. Et bien moi, je voyais pas les choses comme ça. Moi, je pensais que pour pouvoir continuer, il fallait mettre quelqu'un de jeune parce qu'on pouvait le former et qu'il avait de l'avenir. Euh, et c'est pas joué pour moi parce que ça voulait dire en gros que en mettant quelqu'un qui avait 24 ans, je considérais que, enfin, je faisais en sorte que en gros, dans 20 ans, moi j'en aurai 66 et lui il en aura 46. Donc forcément, je me fermais beaucoup de portes, mais j'en suis très fier. Je suis très fier d'avoir réussi à le faire et je suis très fier d'avoir réussi à faire en sorte qu'il soit réélu avec plus de 70% aux dernières élections. Ça montre aussi combien les gens ne s'attachent pas forcément à l'âge, ils s'attachent surtout à la personnalité de leurs élus et à ce que leurs élus sont capables de leur apporter. Et voilà, moi j'ai été élu, j'avais 26 ans, je vous dis, j'ai été, euh, j'ai été très fier d'avoir
ce titre entre guillemets de peu jeune élu, mais ça ne m'a pas forcé, ça n'a pas changé Hmm. beaucoup. Je vois un de vos auditeurs là, enfin, je sais pas si on dit auditeur, qui Sur le explique, chat, qui oui, dit, allez-y. ouais, ouais, Flatounet, je crois, 70% avec des 10% de votants. Alors pour information, dans ma commune, il y a eu 54% de votants, donc une C'est dû à quoi participation ça? plutôt importante. Eh bien, on a su mobiliser les gens, on a su mobiliser toutes les classes d'âge, et les gens sont venus voter. Et 54% d'électeurs, alors que la plupart des gens en ont eu une trentaine. Euh, c'est pas mal. Et j'en suis D'accord. assez fier aussi. Oh, c'est la plus grosse participation du département du territoire de Belfort dans notre commune. Il y a 5200 habitants et 54%, ça représente, nous on a été élus avec 1000, pratiquement 1320 voix. Hmm. Donc on en a perdu par rapport à 2014, parce qu'en 2014 j'avais été élu avec 1820 voix, 1800 voix, enfin un peu plus. Donc on en a perdu effectivement, mais c'est pas 10%. C'est pas 10%, D'accord. loin de là. Et je rappelle quand même à ceux qui nous expliquent que le premier tour des municipales devrait être annulé parce qu'il n'y avait pas suffisamment de participation, que la participation aux élections municipales du 15 mars 2020 pardon, euh, a généré plus de participation que les élections législatives de 2017. Voilà. Ça donne une idée aussi. C'est intéressant. Malgré le Covid. C'est très- Même si là aussi on critique aussi parfois le taux d'abstention en 2017. Bien Je sûr. voudrais je voudrais vous Non, mais je interroger dis sur ça parce que l'actualité. Dites-moi. oui, pardon. Non, non, mais je dis ça parce qu'il y a un certain nombre de gens qui disent, alors en général c'est plutôt ceux qui ont perdu, qu'il faut annuler le premier tour des élections municipales de 2020 parce qu'il n'y aurait pas eu suffisamment de participation. Voilà. Si on annule le premier tour des élections, si on devait, ce qui n'arrivera pas, annuler le premier tour des élections municipales pour faute de participation, il faudrait aussi annuler les élections législatives de 2017. Puisque la logique serait la Ça, même. Ça n'empêche pas de poser la question du faible taux de participation ou plutôt du très grand taux d'abstention qui pose beaucoup de questions Bien sur sûr. notre démocratie représentative. Mais je vois ce que vous voulez dire, ouais. Au Sénat actuellement, vous êtes évidemment, comme tous les parlementaires, à fond, si je puis dire, sur les annonces du déconfinement. Édouard Philippe est venu se présenter devant les députés en début de semaine pour leur présenter voilà, la stratégie nationale de déconfinement. Est-ce que, par exemple, la réouverture des écoles, qui fait beaucoup parler à partir du 11 mai progressivement, est-ce que c'est une question de Fanny? Est-ce que vous avez confiance? Est-ce que vous enverriez vos enfants à l'école en ce moment? Moi j'ai deux enfants. J'en ai une qui est au collège, en cinquième, et j'en ai un qui est en lycée, en première. J'ai été en 2001 adjoint à l'éducation, j'ai été ensuite maire. Je vois toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui, puisqu'on remet la responsabilité sur les maires, hein, clairement, toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui à organiser les choses. Il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a une logique pédagogique et une logique économique. Tout le monde a bien conscience, même si le gouvernement ne le dit pas, et c'est bien dommage, tout le monde a bien conscience que la logique aujourd'hui qui domine, c'est de la logique économique pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir quand même que nous arrivions à retourner de manière safe, en tout cas, au travail. Euh, et parce que si la logique elle était pédagogique, ceux qu'on privilégierait aujourd'hui pour les remettre à l'école, ce serait d'abord évidemment tous ceux qui sont dans des années où il y a des enseignements fondamentaux, hein, CP, etc., mais aussi les lycéens qui sont aujourd'hui, compte tenu de la crise, empêchés de passer le bac, etc. La logique qui a prédominé, qui est celle du gouvernement, est plutôt de dire aujourd'hui il faut que ceux qui ont les âges les plus bas puissent bénéficier d'un mode de garde. Je suis très cash quand je dis ça, hein, mais c'est quand même Mmh, ce qui se passe très clairement. Euh, Moi, si je devais, si j'avais les moyens, ça c'est vraiment, là c'est le papa qui parle. Si j'avais les moyens, si je devais remettre mes enfants à l'école, mais que j'avais les moyens de les garder chez moi, je les garderais chez moi. ouais, d'accord. Parce que je pense qu'il faut Vous pas attendez rajouter. des éclaircissements, vous attendez d'en savoir plus, en fait, comme tout le monde. Mais moi, ce que j'attends surtout du gouvernement, c'est euh, une fois de plus, je suis pas dans la critique parce que vraiment la période est compliquée et je pense que vraiment c'est difficile d'arriver à trouver des solutions. Ce que j'attends, moi, c'est plus de clarté, plus de, pas de vérité parce que je ne suis pas à dire qu'on ment aux gens, mais plus de sincérité. Parce que je pense qu'en n'étant pas suffisamment sincère, on crée du ressentiment et on crée de la frustration et c'est jamais bon. Et qu'on dise aux gens concrètement que les enseignants seront là pour garder les enfants, parce que c'est ce qu'ils feront, faut être clair, et pour que les parents puissent aller bosser, puissent aller travailler, parce que beaucoup de parents, vous savez, moi je suis ici dans le territoire de Belfort, ça parlera peut-être pas beaucoup, mais dans le territoire de Belfort, 43% des emplois sont des emplois industriels. La moyenne nationale, elle est à 12%. Ça veut dire que quand on a des emplois industriels, c'est pas des emplois qu'on peut faire en télétravail. Chez nous, Ouais, il on n'y a pas de fabrique les voitures, télétravail. on fabrique les turbines de General Electric,
on fabrique des montres en Suisse notamment, dans l'horlogerie, etc. Tout ça, ça se fait pas en télétravail. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se trouvent dans des situations financières compliquées parce qu'ils se retrouvent en chômage partiel avec des salaires qui sont parfois à 80%, voire moins pour ceux qui ont des commissions. Et donc, il y a des gens qui ont besoin d'aller travailler pour gagner leur vie et pouvoir donner à manger à leurs enfants. Et je pense que tout ça, il faut le prendre en considération, en étant évidemment très clair sur le fait que ce qui doit primer, c'est évidemment la santé des uns et des autres. Moi, je veux dire que les choses soient très claires. La Mais majorité du groupe, la majorité oui, du je sais. groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale a décidé de s'abstenir sur le vote sur cette stratégie de déconfinement. Vous auriez voté quoi, vous? Vous soutenez le gouvernement dans cette stratégie ou vous la trouvez trop peu claire et Non, moi j'aurais fait exactement la même chose, pas par réflexe pavlovien et politique, mais parce que je pense que je vous ai dit tout à l'heure que quand vous nous parliez comment faisaient les élus, quand vous me demandiez comment font les élus pour continuer à travailler, je pense qu'il y a besoin d'innovation démocratique, mais aussi de continuité démocratique, et que le rôle du Parlement en ce moment, en dehors du vote des mesures d'urgence, hein, il y en a une le 25 mars, et il y aura un nouveau plan d'urgence qui sera voté prochainement, le rôle du Parlement, c'est de contrôler le gouvernement. Et le contrôle du gouvernement, il se fait avec un minimum de recul. Or, quand on vous informe d'un plan de déconfinement tel que celui qui a été annoncé mardi, et qui est quand même quelque chose de très ambitieux, et que vous avez à peu près 1 heure pour réfléchir à ce que vous souhaitez voter, eh bien, je pense que vous êtes en droit de vous abstenir. Je pense qu'on aurait pu prendre plus de temps pour, en tout cas, réfléchir ensemble à ce que doit être ce plan de déconfinement, qui doit être, en tout cas, qui n'est pas vu de la même manière selon qu'on habite du côté de Biarritz ou selon qu'on habite du côté de Mulhouse. vous l'avez dit vous-même, vous êtes sur un territoire à quelques kilomètres seulement de la Suisse. Il y a un vrai sujet sur la fermeture des frontières actuellement en Europe. Pour lutter contre la propagation du virus, les gouvernements ont décidé, pour beaucoup, de fermer les frontières, de ne laisser que quelques portes d'entrée parfois très contrôlées. C'est le cas chez vous et je crois que ça crée des vraies difficultés. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors il y a énormément de frontaliers évidemment suisses qui travaillent de l'autre côté de la frontière et qui habitent en France. La palisse n'aurait pas dit mieux. Mais ces gens-là se retrouvent en grande difficulté parce qu'il faut savoir que alors si vous avez, tout le monde est sur son ordinateur, donc ils vont pouvoir regarder sur Google Maps entre Pontarlier et Bâle. Il y a une frontière à peu près de 200 km. Il y a deux postes de douane ouverts. Il y a celui de Delle, qui est un bureau à contrôle national juxtaposé. Et c'est-à-dire c'est une douane en fait où les Suisses et les Français contrôlent sur le même poste, enfin, de manière alternative. Et puis il y a le poste qui s'appelle le poste de Goumois, dans la vallée du Doubs, là-haut, dans la montagne, derrière chez nous. Et donc tous les gens qui, tout autour de ces secteurs-là, doivent se rendre sur le lieu de travail en Suisse, ont l'obligation de venir sur ces deux postes frontières. Ce qui génère énormément de bouchons, évidemment, vous l'imaginez, et de difficultés pour les frontaliers qui parfois doivent mettre 1 heure, voire plus, de trajets de voitures supplémentaires à leur trajet habituel et qui en plus se voient devoir confrontés à des bouchons de plusieurs kilomètres. Donc je suis intervenu la semaine dernière auprès du directeur des régionales des douanes et ensemble nous sommes allés visiter la douane de Delle pour voir quelles étaient les difficultés. Et puis je suis intervenu directement auprès de l'ambassadrice de Suisse que je connais puisque je suis au Sénat vice-présidente de ce groupe d'amitié France-Suisse pour la sensibiliser et pour qu'elle demande et qu'elle fasse passer le message au gouvernement suisse de l'impérieuse nécessité de réouvrir la frontière. Et le Conseil fédéral suisse a décidé donc hier soir que les frontières, en tout cas les frontières que nous demandons, seront réouvertes à compter du 11 mai. Alors évidemment, c'est pas, en tout cas de mon point de vue, c'est un peu lointain, mais c'est un moindre mal, si je puis dire, puisque contrairement à toutes les autres frontières qui sont des frontières européennes maintenant, en dehors de celle de la Grande-Bretagne, puisque avec le Brexit, je ne sais pas comment les choses fonctionnent, mais en dehors de ces deux frontières-là, la Suisse est évidemment un pays avec lequel il y avait des accords Schengen qui font que la liberté d'aller et venir était moins stricte qu'elle n'était avant. Mais il y a toujours un contrôle strict des marchandises avec des droits de douane, etc. Et évidemment des contrôles des personnes qui font que les frontaliers, seuls les frontaliers, sont autorisés aujourd'hui à se rendre en Suisse. Donc pour pouvoir aller en Suisse ou en revenir, il faut avoir un contrat de travail en bonne et due forme et une attestation de son employeur qui justifie que vous êtes travailleur en Suisse et que vous avez le droit de faire le passage de la frontière. Tous les autres ressortissants ou suisses ou français n'ont pas la possibilité de franchir cette frontière. Ce que vous nous décrivez, ça ressemble drôlement à ce qui va nous arriver partout en France avec les nouvelles règles qui nous interdisent de faire plus de 100 km sans avoir un motif.
C'est ce qui va devoir se passer? On va devoir se balader avec une attestation d'employeur? Vous avez des informations là-dessus, de la part du Ouais, gouvernement? moi, je suis comme vous, j'ai entendu ce qu'avait dit le Premier ministre. Il y a évidemment un cercle de 100 km autour de son domicile qui permet des déplacements, et au-delà de ça, il faudra, je pense, justifier d'une raison professionnelle ou autre. J'imagine que le gouvernement a mis ça en place pour éviter les départs en vacances ou les départs dans les résidences secondaires. On a vu le phénomène du 15 mars avec tous ces Parisiens qui partaient à l'île d'Oléron ou je ne sais où dans leurs résidences secondaires et qui ont a priori en tout cas, fâcher un certain nombre d'autochtones ou d'insulaires ou autres qui ont vu les Parisiens arriver d'un œil un peu pas fâché, mais en tout cas on va dire avec un peu de circonspection. Et je pense qu'ils veulent éviter ça. Ils veulent éviter que les gens partent en vacances. Il a été dit aussi que pour les grands week-ends, il n'était pas question de voir les gens partir en vacances. Moi, je crois qu'il faut être prudent. Moi, les phénomènes, vous me posiez la question tout à l'heure de savoir si on constatait un retour à de meilleurs jours dans le territoire de Belfort. Moi, ce que je constate en tout cas, c'est que les gens, compte tenu du fait que le déconfinement arrive pour le 11, eh bien, prennent un peu plus de liberté avec les règles qui sont établies jusqu'au 11. Je trouve ça dommage parce que le 11, le Premier ministre l'a dit, ils décideront ou non éventuellement de repousser la date du confinement si toutefois les comportements n'ont pas permis une amélioration suffisamment significative. Donc je crois qu'il faut être prudent, patient. Je sais que c'est très compliqué, très difficile pour beaucoup de nos concitoyens qui ne vivent pas tous le confinement de la même manière, selon qu'on est dans un appartement, dans un studio à Paris ou dans une villa en province. Et donc je crois qu'il faut avoir conscience que tout le monde ne vit pas les choses de la même manière, mais il faut malheureusement prendre un petit peu son mal en patience. Le gouvernement a annoncé que cette stratégie de déconfinement allait énormément se reposer sur les maires. Vous êtes sénateur, le Sénat évidemment représente les collectivités, vous échangez, vous avez vous-même été maire pendant longtemps. Il y a des détracteurs qui trouvent quand même que le gouvernement se repose beaucoup trop sur les élus locaux en disant un peu démerdez-vous maintenant. Quel est votre sentiment à vous par rapport à cette stratégie très territorialisée, pardon? Écoutez, je disais tout à l'heure que la crise permettait de voir que des nouveaux comportements de solidarité étaient mis en place. Eh bien, je pense que la crise va permettre aussi à ceux qui l'avaient oublié de se rendre compte de l'importance du rôle des élus locaux, du relais qu'ils sont de l'État dans leur territoire. Vous savez, il y a eu des grosses polémiques l'année dernière hein, sur le rôle des élus, sur le fait qu'ils étaient traités pas suffisamment bien traités par le gouvernement, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que les élus locaux, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, mais toutes celles et ceux qui font que nos départements fonctionnent, eh bien, sont des élus importants sur lesquels on va s'appuyer énormément pour la remise en route, j'allais dire, de notre pays. Je sors d'une réunion en préfecture, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 heures de temps, où nous avions à discuter, en tout cas, de la remise en service des écoles, et on se rend bien compte, j'étais avec le président de l'association des maires, j'étais avec quelques parlementaires et les présidents d'agglo, etc., et d'intercommunalité, on se rend Ah, on vous a perdu. C'est les joies du direct. Non, c'est bon. On a été coupé, non? On a été coupé, mais là c'est revenu impeccablement bien. Bon, moi j'ai pas l'image, mais si vous avez le son, c'est bien. Je ne sais pas du coup du tout où j'ai été coupé. Oui, en fait, pour résumer, on va se rendre compte très rapidement que c'est sur les maires que reposera l'essentiel de l'après-crise. Et par exemple, sur les écoles, il est très clair que, vous savez, il y a une espèce de formulaire de 63 pages, je ne sais plus comment ils appellent ça, un formulaire de bonne conduite pour la relance des écoles, qui fait 63 pages. Mais on a bien conscience que c'est les maires qui décideront si oui ou non ils ouvrent leurs écoles, si oui ou non ils ouvrent leurs cantines, si oui ou non ils mettent à disposition des transports, quelles écoles ils ouvrent, etc. Et la responsabilité, elle sera sur leurs épaules. Alors il y a un certain nombre de maires aujourd'hui qui disent ok, j'ouvre mon école, mais quelle sera ma responsabilité pénale pour le cas où, malheureusement, on est à l'abri de rien, un enfant devait être contaminé, etc. Vous voyez ce qui se passe dans les établissements publics d'hébergement de personnes âgées, dans les établissements, dans les EHPAD. Il y a un certain nombre d'enfants, de personnes décédées qui ont décidé de porter plainte contre l'établissement. Donc il y a un certain nombre de maires qui, eux aussi, sont inquiets de leur responsabilité pénale. Alors je sais qu'il y a des discussions, évidemment,
au Sénat en ce moment pour essayer de faire en sorte que nous discutions de cette responsabilité pénale et que nous voyions de quelle manière légalement on pourrait améliorer les choses. Mais voilà, il y a derrière les décisions des maires, il y a aussi des responsabilités, parce qu'il y a des vies humaines en jeu, et c'est bien normal qu'il y ait des responsabilités. Mais je pense que nous nous rendrons compte très vite que les élus ont beaucoup d'importance dans les territoires. Vous êtes sénateur, vous parlez beaucoup du local, des territoires, du vôtre en particulier, c'est normal, mais à Paris, en tant que Parlement, à quoi ça sert d'avoir un Sénat en en plein état d'urgence sanitaire où le gouvernement finalement décide d'à peu près tout ce qui concerne l'actualité la plus chaude du moment? Qu'est-ce qu'on fait quand on est sénateur en période comme celle-ci? Alors, compte tenu du confinement et de l'obligation des uns et des autres de rester chez eux, le Sénat fonctionne continue de fonctionner évidemment, mais il fonctionne de manière réduite, avec des présences réduites. Mais il y a un certain nombre de textes importants qu'il était nécessaire de travailler évidemment, notamment le projet de loi de finances rectificatif qui a été voté au mois d'avril. Il y a aussi évidemment le projet d'urgence, l'urgence sanitaire qui a été voté et sur laquelle il faut que les parlementaires puissent donner leur avis et qu'il puisse être débattu dans les hémicycles, mais avec des hémicycles réduits dans lesquels on essaie d'appliquer les gestes barrières où seuls les orateurs sont présents et les présidents de groupe. Pour le reste, ce sont des délégations de vote qui sont données, mais nous restons évidemment en contact en permanence avec le Sénat, puisque nous avons continuellement tous les jours des visioconférences, des réunions de groupe entre élus, des visioconférences pour les commissions qui se réunissent donc de manière, j'allais dire, décalée, ou en tout cas déportée, voilà, je cherchais le terme exact. Donc nous continuons de travailler, et puis les questions au gouvernement aussi continuent de se faire pour pouvoir interroger le gouvernement sur son action tous les mercredis au Sénat à 15 heures, avec évidemment un effectif réduit, et il y a ce qui est absolument fondamental de l'action du Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est le contrôle du gouvernement. Alors Le contrôle du justement, et gouvernement on ne a peut une pas faire question ce qu'il là-dessus veut, sur comment est-ce que vous pouvez contrôler l'action du gouvernement? C'est une question qui vous est posée par Chameau 42, et il y a Kinder Guano aussi qui voulait vous demander si vous aviez également, comme l'Assemblée nationale, des missions d'information, des commissions d'enquête. Est-ce que vous avez un équivalent en ce moment? Alors en ce moment non, parce que pour qui dit commission d'enquête dit présence, dit audition, etc. Il y aura sans doute des choses qui se mettront en place dans les mois qui viennent. Euh, non, il n'y en a pas pour l'instant. Ce qui est certain, c'est qu'il y a les commissions continuent de travailler. Toutes les commissions du Sénat continuent de travailler comme elles le faisaient par le passé, à la différence près que aujourd'hui ça se fait en visioconférence, donc c'est beaucoup plus compliqué. Moi, c'est pas quelque chose qui me satisfait, parce que je pense que la présence physique est importante. Et puis, quand vous êtes en visio, évidemment, à 50 ou 60, c'est assez compliqué pour arriver à prendre la parole, pour arriver à s'exprimer. En plus, dans tous les territoires, tout le monde n'a pas la chance d'avoir, comme c'est le cas du territoire de Belfort, la fibre optique. Et donc, il y a des zones blanches qui fait que un certain nombre de nos collègues ne peuvent pas être présents. Mais nous continuons de travailler effectivement comme nous le faisions avant, de manière évidemment plus innovante, mais le contrôle du gouvernement le contrôle du gouvernement par le Parlement se fait toujours. Moi, je suis vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense, par exemple. Nous avons régulièrement, quasiment tous les jours, des auditions de personnalités. Aujourd'hui, il y en avait une. Hier, il y en avait une de représentants d'organismes médicaux. Il y a la ministre de la Défense qui est auditionnée. Il y a le chef d'état-major de l'armée, etc. Donc nous continuons à nous informer, nous tenir informés sur l'état de nos troupes, sur la manière dont sont gérées les choses, et nous le faisons de la même manière que ce qui se faisait avant, mais de manière beaucoup plus difficile, vous l'imaginez bien, comme tous ceux qui ont à travailler aujourd'hui en visioconférence. Est-ce que vous Nous avez avons prévu de permettre le vote à distance au Sénat? C'est une question de Void Output qui vous demande pourquoi est-ce que les sénateurs, comme les députés d'ailleurs, ont absolument besoin d'être en hémicycle pour voter? On ne peut pas voter à distance? Écoutez, c'est pas quelque chose qui existe pour l'instant. Nous avons des réunions de groupe dans lesquelles nous mettons d'accord sur les votes que nous allons effectuer. Et puis ensuite, il y a au Sénat
des représentants, en tout cas des élus, qui sont dans un nombre limité, puisque le Sénat, dans le cadre de l'organisation du confinement, a mis en place un maximum de parlementaires présents, comme l'a fait l'Assemblée nationale avec 75 députés. Et puis ces députés, ces sénateurs votent par procuration, si je puis dire, pour ceux et ceux qui restent à leur domicile. Pour l'instant, il n'y a pas de vote, il faut être présent. Voilà. C'est d'ailleurs, il n'a échappé à personne que les conseils municipaux n'avaient pas été encore installés, c'est-à-dire que les élus, les maires et les adjoints n'ont pas encore été installés, pour une raison simple, c'est que évidemment il y a le confinement, mais aussi que les votes ne peuvent pas se faire de manière déportée. Il faut être présent pour pouvoir voter. Ce n'est pas une disposition qui a été validée. Peut-être que les choses pourront changer. Voilà, c'est ça, c'était ma question, mais pourquoi parce que c'est pas très très vite. Oui, bah oui, c'est ça le numérique justement, ça va, ça va très vite, mais ça peut permettre aux parlementaires de travailler un peu mieux. Du coup, il y avait une question ça pourrait de changer. Est-ce que, voilà, c'est ça. Pourquoi ne pas changer? Est-ce qu'il faudrait pas changer un peu le règlement intérieur et permettre justement aux sénateurs, aux députés, de continuer après le confinement d'utiliser ces outils numériques qui peuvent être utiles? Vous y êtes favorable? L'essentiel du travail, enfin du vote parlementaire, c'est aussi le débat dans l'hémicycle. C'est aussi la capacité que les uns et les autres ont à faire valoir leurs idées, à faire valoir leur point de vue. Faire valoir son point de vue quand on est 348 sénateurs sur une application quelle qu'elle soit de visioconférence, c'est très compliqué parce que et rien ne remplace tout de même le débat public, ça allait dire. Rien ne remplace le contact et la nécessité qu'il y a d'être présent dans l'hémicycle, je pense. Sur un certain nombre de points particuliers, il pourrait peut-être y avoir des réflexions sur des votes déportés, mais je pense que l'essentiel du travail doit se faire dans l'hémicycle et c'est quelque chose, je pense, de très important pour la démocratie. Soyons prudents. Ok, très bien. C'est vrai qu'il y en a qu'il faut remarquer que là, il y en a plusieurs centaines qui sont sur le chat. Mais c'est pas pour autant que c'est très clair, hein, les amis. Mais c'est vrai que ça permet quand même de pouvoir se parler. C'est pas clair du tout. Mais c'est la diversité. En tout cas, c'est sans doute très clair dans ce qui est écrit, mais c'est pas possible de tout lire. Moi, ça va beaucoup trop vite. Je peux pas parler et lire en même temps. J'en ai de temps en temps quelques-unes, mais... Comment est-ce que vous envisagez donc les suites de cette période très particulière? Il y a une grosse inquiétude sur l'économie, évidemment, vous en avez parlé vous-même. Les premiers chiffres sont sortis, la France est en train de rentrer dans une récession, une des pires récessions qu'on ait connues depuis plusieurs décennies. Ça vous inquiète particulièrement ou ça va repartir finalement Non, ça m'inquiète beaucoup, évidemment. Tous les commentateurs économiques aujourd'hui se rendent bien compte que les références que nous pouvons prendre aujourd'hui sont celles de la guerre de 39-45 en termes de références économiques, j'allais dire, en termes de difficultés économiques. Donc, évidemment, c'est une période très compliquée. Vous parliez tout à l'heure, on pense à une récession de l'ordre de 8%. J'ai tout à l'heure dit que la dette de l'État, la dette publique devait sans doute quasiment doubler. Donc, évidemment, il y a beaucoup de soucis, beaucoup de sujets d'inquiétude. La dette ou le déficit? La dette, le déficit de l'État, oui, je dis tout à l'heure. C'est le déficit, pas la dette, mais oui. Oui. Et donc il y a beaucoup de sujets d'inquiétude, beaucoup de craintes. Enfin, je crois qu'il faut aussi être très clair sur le fait qu'il va y avoir. Vous avez vu que le chiffre du chômage avait bondi et que sans doute dans les mois à venir, ça va évidemment pas s'améliorer. Dans le cadre de mon travail de parlementaire, je suis vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, mais je suis aussi ce qu'on appelle rapporteur du P146. Alors c'est en fait, c'est le budget d'investissement des armées. Donc c'est le plus gros budget de l'État. C'est 12 milliards d'euros. C'est l'investissement global de l'État pour ces armées tous les ans. Et dans ce cadre-là, j'auditionne beaucoup d'entreprises et je continue de le faire quotidiennement quasiment. Et j'ai auditionné pas très longtemps une entreprise dont je ne donnerai pas le nom, mais qui est une très très grosse entreprise nationale et européenne, qui expliquait qu'elle n'attendait pas un retour à la normale avant 2025, ce qui est particulièrement inquiétant, évidemment avec des conséquences économiques qui vont se faire sentir. Donc plus vite nous redémarrons, mieux ce sera. Tout en étant conscient évidemment que la santé de nos concitoyens est évidemment ce qui est prioritaire. Je veux dire, surtout pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a une impérieuse nécessité à retourner au travail aujourd'hui et à refaire fonctionner la machine économique. Il y a une question à ce sujet-là qui vous est posée par Jonathan Lela qui veut savoir: est-ce que vous pensez qu'on va devoir travailler plus à l'issue du confinement?
C'est une petite musique qu'on commence à beaucoup entendre, ça fait beaucoup débat d'ailleurs. Et selon vous, est-ce qu'il va falloir dire aux Français, bon, bah, il va falloir travailler plus? Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra faire des efforts, et que les efforts, on travaille 35 heures. Moi, je ne suis pas un défenseur des 35 heures, bien au contraire. On parlait de la Suisse tout à l'heure. Vous voyez, la Suisse, ils travaillent 41 heures par semaine. On ne peut pas vouloir redémarrer si on ne se met pas au travail efficacement. Alors, je ne sais pas ce qui sera décidé, s'il y aura comment dirais-je, des dérogations, si on reviendra sur les 35 heures. Et je suis bien loin de penser que pour l'instant c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, mais de toute façon il faudra se mettre au travail, ça c'est quelque chose d'évident. Beaucoup de questions dans le chat, évidemment. Quand on demande aux Français de travailler plus, il y en a qui rétorquent, ok, d'accord, mais si les efforts sont répartis, l'ISF, est-ce qu'on le rétablit? Écoutez, l'ISF, il n'a pas été supprimé, hein, je vais quand même le rappeler pour vos auditeurs. Il a été supprimé sur la partie du capital, enfin sur les parties des actions, mais sur la partie immobilière, elle continue d'être appliquée. Évidemment qu'il faudra que tout le monde fasse des efforts et que c'est une nécessité. Mais je pense que tout le monde en fait d'ores et déjà. Euh, Rétablir, je ne le sais pas. Il n'a pas été supprimé, donc le rétablir, ça va être compliqué. Compliqué de rétablir quelque chose. Augmenter l'imposition et la participation, que ce soit sur le capital ou sur autre chose, mais des personnes les plus avantagées. Écoutez, certains, à l'époque, c'était François Hollande qui avait été élu sur le fait qu'il fallait taxer à 75% les plus gros revenus. Et il l'a pas fait. Euh, il l'a pas fait parce qu'il s'est rendu, enfin, il l'a fait partiellement quand même. Il y avait eu une augmentation significative des impôts. Mais ce qui se passe, c'est que les gens partent et que le peu que vous auriez pu gagner, vous le perdez parce que les gens vont à l'étranger. Je pense que ce dont a besoin ce pays pour redémarrer, alors là, on rentre dans des débats plus fiscaux que liés au Covid, mais ce que je pense, c'est que ce pays, pour redémarrer, a besoin d'une stabilité institutionnelle, une stabilité fiscale. Et je pense que les gens ont besoin d'avoir confiance. Et que pour redonner la confiance aux gens, il faut qu'on ait une certaine longueur de vue. Vous savez, je pense moi je suis pas, je suis élu les Républicains, mais je pense qu'il faut, pour revenir à quelque chose de cohérent dans ce pays, qu'on ait une véritable politique industrielle, par exemple. Et je suis de ceux qui considèrent qu'il faut, par exemple, revenir au plan, qu'il faut avoir une vision de ce que l'on veut pour la France et avoir La planification. un plan d'investissement. Ouais, un plan d'investissement industriel. Vous savez, sous De Gaulle, ça existait. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un gaulliste social et je pense qu'il faut qu'on donne de la visibilité à nos entreprises. Mais vous savez, regardez ce qui se passe aujourd'hui et on rapporte ça avec la crise du Covid. On n'a plus une seule entreprise aujourd'hui, parce que la dernière a fermé en Bretagne, capable de fabriquer des masques. Donc petit à petit, ça va se relancer parce qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de sujets nécessitaient qu'on ait la souveraineté sur un certain nombre de produits. Regardez, aujourd'hui, 60% du paracétamol est fabriqué en Chine. Une grosse partie de nos recettes de médicaments, entre guillemets, a été transférée dans les pays d'Asie du Sud-Est ou ailleurs. Et tout ça, c'est quoi? C'est sans doute lié aussi au fait que il y a depuis, alors c'est pas récent du tout, hein, depuis plusieurs dizaines d'années, une absence totale de politique industrielle dans ce pays. Et je suis élu sans doute de la région la plus industrielle de France. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 43% des emplois sont des emplois industriels. Et je sais ce que c'est. Vous savez, on subit le plan de licenciement de General Electric dont tout le monde a entendu parler. On a eu un grand plan de L'usine de licenciement Belfort, chez oui. temps, etc., etc. Et je pense que si on veut aujourd'hui relancer ce pays, eh bien, il faut une véritable politique industrielle. Et pour avoir une politique industrielle, il faut avoir une visibilité, une vision à très long terme. Et donc, le plan, pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Pour le coup, sur la question de la planification, vous risquez de tomber d'accord avec des personnes qui sont pas très très proches de vous politiquement. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, je pense à Arnaud Montebourg. Il y a un certain nombre de plus en plus de gens plaident pour une planification, notamment dans un contexte de transformation écologique. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette impérieuse nécessité d'écologie dans un contexte de relance post-Covid-19? Manière de dire, est-ce qu'il va falloir qu'on mette de côté nos engagements écologiques pour mieux redémarrer l'économie, ou est-ce qu'il faut surtout pas les mettre de côté? Il faut continuer dans Non, non, cette direction. je pense qu'il faut continuer dans cette direction, évidemment, que le sujet de l'environnement est un sujet fondamental et que sur lequel il faut qu'on continue d'avoir des ambitions. Mais il y a aussi, pour avoir des ambitions, il faut aussi avoir la capacité financière de le faire. C'est-à-dire la transition énergétique, elle se fera avec des moyens. Donc il faut aussi que l'économie soit en capacité demain de nous permettre de financer la transition écologique, la transition énergétique. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et moi, je suis de ceux qui
considère qu'effectivement, il faut absolument qu'on en tienne compte. Mais une fois de plus, si on veut le financer, il faut avoir les moyens de le faire. Vous êtes membre de la commission des affaires étrangères et de la défense. Vous l'avez dit, il y a quelque temps, vous avez rendu un rapport sur les drones d'observation et les drones armés comme enjeu de souveraineté. Je suppose que ça parlait davantage des drones d'un point de vue international, donc plutôt des drones militaires. Mais là, les drones, on en parle depuis quelque temps sur la question de la surveillance, éventuellement du confinement. Il y a des mairies qui commencent à s'intéresser à l'achat de drones pour surveiller dans les parcs, les jardins, les plages, que les gens respectent bien le confinement. Vous avez un point de vue sur ce sujet-là? Est-ce qu'il faut augmenter la surveillance en période de confinement? Alors, c'est déjà le cas, hein, parce que moi, j'ai fait une sortie avec les gendarmes du département, là, du territoire de Belfort, justement avec un drone qui permettait en tout cas de surveiller dans un certain nombre de villes, etc., les allées et venues, avec un petit micro qui expliquait aux gens qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux quand c'était le cas. Et alors, Euh, ça vous a pas inquiété? Enfin, vous voyez ça comment? c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Vous savez, moi, j'ai été le premier maire dans le territoire de Belfort en 2007, je crois, à mettre en place des caméras de vidéoprotection sur la commune. À l'époque, j'étais traité de tous les noms, j'étais le fasciste de service, c'était scandaleux, j'allais attenter aux libertés publiques, etc. Sauf que moi, je considère que celui qui n'a rien à se reprocher n'a pas à avoir peur des caméras. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? C'est que la vidéoprotection est présente dans quasiment toutes les grandes villes de France, quelle que soit aujourd'hui l'obédience politique des élus. Sur l'histoire des drones, il faut évidemment être extrêmement prudent, il faut en faire un usage parcimonieux. Moi, je n'ai pas, je ne c'est pas un sujet que je connais énormément parce que j'ai mon point de vue de citoyen, si je puis dire. C'est pas un sujet que je connais énormément parce que moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était les drones militaires qui, je rappelle, font pour le Reaper à peu près 22 mètres d'envergure. Donc on est loin drone de DJI qui fait 200, 300 grammes. Mais peu importe. Aujourd'hui, c'est un outil de travail important pour un certain nombre de services publics. Aujourd'hui, EDF surveille ses lignes électriques avec des drones. La SNCF surveillera ses voies ferrées avec des drones. On surveillera bientôt les incendies de forêt, les risques d'incendies de forêt dans le sud de la France avec des drones et des caméras thermiques. Aujourd'hui, si la gendarmerie utilise des drones, c'est aussi pour faire des économies parce que l'heure de vol d'hélicoptère est quand même, je vous l'imaginez bien, très nettement supérieur à l'heure de vol du drone. Donc voilà, je crois qu'il faut vivre avec cette évolution technologique, tout en la contrôlant et en étant extrêmement prudent sur l'usage qui en est fait. Et c'est ce que le Parlement s'astreint à faire avec la réglementation de l'usage des drones. Je rappelle que la réglementation est assez stricte aujourd'hui, peut-être pas suffisamment encore. C'est un vrai débat qu'il faudra lancer dans le pays sur l'usage de ces drones. Je rappelle quand même que je crois que c'était l'an dernier, c'était Airbus, je crois, qui a lancé des drones, des tests de drones, c'était à Singapour, pour faire de la livraison de colis pour Amazon et pour d'autres prestataires enfin en tout cas livreurs de colis, on va dire ça comme ça. Voilà, donc notre monde évolue, de plus en plus de l'usage des drones est mis en place, mais il faut effectivement être extrêmement prudent sur l'usage qu'on en fera. Il faut que justement, là aussi, le rôle du Parlement, c'est un rôle de contrôle et de législation stricte sur la manière dont on va utiliser ces outils, qui sont des outils certes importants, mais qui peuvent être effectivement attentatoires aux libertés, et donc il faut être prudent. C'est ce qui s'est fait J'ai avec deux les caméras. dernières questions. C'est ce qui s'est fait avec les caméras. On L'usage verra des l'évolution caméras de est tout ça. extrêmement réglementé. Deux dernières questions. On arrive déjà à la fin de cette émission. La première, c'est Chameau qui voulait vous demander, est-ce que vous savez comment ça va se passer pour les élections sénatoriales à la rentrée prochaine, compte tenu de l'incertitude sur les élections municipales? Est-ce que ça va décaler tout ça? Oh, je le pense, oui. Alors, en fait, le gouvernement s'est mis un peu, je ne vais pas dire dans une situation difficile, mais a expliqué qu'il fallait, dans le cadre de la loi d'urgence, il est expliqué que nous devons attendre le 23 mai, je crois, la décision du Conseil scientifique sur la possible tenue ou non, d'abord de l'installation des conseils municipaux, ce qui, je pense, sera très facile à faire parce que on est tous capables d'aller dans les supermarchés, donc on est capable aussi de réunir un conseil municipal dans une salle des fêtes avec des distances réglementaires pour installer les maires et les adjoints. Et ensuite, le deuxième tour des élections municipales dans les 5000 communes qui restent à élire. Et je rappelle que ces 5000 communes représentent 75% de la population, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, pour pouvoir élire les sénateurs en septembre prochain, il faudra bien évidemment que d'abord, au préalable, ces conseils municipaux soient élus. Ce qui
sera peut-être le cas fin juin, mais peut-être pas. Non, enfin, on ne sait pas exactement ce qu'il en sera. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, les élections sénatoriales seront décalées. Ça paraît logique, parce que je crois qu'il y a une réglementation qui dit qu'il faut minimum 6 semaines entre l'élection du conseil municipal et l'élection des sénateurs. Et les sénateurs ne peuvent pas être élus 2 fois avec le même collège électoral. Donc il faudra nécessairement une nouvelle élection, enfin que les élections municipales soient complètement finalisées pour pouvoir élire les sénateurs, ce qui Depuis au moins 6 semaines. probablement que les élections sénatoriales seront décalées de 6 mois, d'1 an, je ne sais pas. Mais enfin, comme je pense que c'est loin d'être le souci principal aujourd'hui des Français, c'est pas un sujet qui a été beaucoup abordé. C'est le nôtre en tout cas. Mais bon, d'accord. Dernière question, c'est Astonic qui voulait vous demander, qu'est-ce que vous faites pendant le confinement? Est-ce que vous avez des hobbies? Est-ce que vous jouez à quelque chose? Et si oui, est-ce que vous jouez à des jeux vidéo? Alors mon fils joue beaucoup aux jeux vidéo. Moi, depuis que je suis tout petit, en fait, c'est pas un truc qui me branchait beaucoup. À part les Tetris ou les trucs comme ça, je suis pas un fan. Je suis désolé, je vais décevoir beaucoup de gens. Mon fils, C'est oui, pas grave sur du tout. sur Call of Duty, puis je ne sais pas quel autre jeu. Moi, un peu moins. Je vois là. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrêt de la Ligue 1? Je suis triste parce que je suis un grand fan de foot et je vais souvent au match à Sochaux, qui est en Ligue 2 malheureusement, mais qui aspire à remonter en Ligue 1. Voilà, non, je suis triste parce que évidemment cet été aurait dû être un été de sport avec des Jeux Olympiques, avec une Coupe d'Europe de foot, avec le Tour de France, avec plein d'événements. Je suis vice-président des Eurockéennes à Belfort, avec des beaux festivals de musique, etc. Et je suis triste pour évidemment tous les organisateurs qui aujourd'hui se voient devoir reporter leurs événements, mais aussi je suis triste pour tous les spectateurs qui auraient pu profiter de ces beaux événements. Bon, c'est reporté, donc on les vivra un peu plus tard, mais c'est vrai que ça aurait été une belle année sportive et je le regrette. Merci beaucoup, Cédric Perrin, sénateur Les Républicains du territoire de Belfort. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir accepté cette invitation dans des conditions un petit peu particulières. C'est la fin de cette émission. Vous la retrouverez en replay, en diffusion sur le canal 13 de la TNT, la chaîne Public Sénat. Vous la retrouverez également en podcast. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans Questions aux sénateurs. Ciao. Merci, à bientôt.